Elle est comme professeur Maal, ça me fait plaisir, vice-président de la société jusqu'à aujourd'hui, Société tunisienne du sommet, et ça me fait plaisir qu'elle nous parle de quelque chose qu'elle aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Je tiens à remercier l'Estéméra de m'avoir associé à ce très beau congrès. Je vais vous parler pendant les 20 minutes qui vont suivre de la télésurveillance des patients sous ventilation non invasive à domicile. Donc imaginez qu'on va télésurveiller tous ces patients ventilés. Il y a du boulot, hein. Alors, mettons dans le cadre de la télésurveillance. En fait, la télésurveillance rentre dans le cadre global de la télémédecine. Et son objectif est quand même de permettre aux professionnels médicaux d'interpréter à distance. Il est dans son bureau, il reçoit les informations émanant de son malade à domicile. Donc imaginez un petit peu l'idée, la belle idée d'avoir une possibilité de télésurveiller ces patients et au cas échéant pouvoir agir à distance à partir de son bureau sur la ventilation de mon patient qui est au sud de la Tunisie ou même ailleurs, hein, même en Amérique si je veux. Donc, voyons le problème et essayons de le cadrer. Quand vous le savez, la ventilation non invasive, de plus en plus, on a des patients qui sont sous ventilation non invasive. Et quand on prend une étude qui date quand même de 2005, l'Eurovent, ils mettent un chiffre de l'ordre de 0,1, une prévalence de l'ordre de 0,1 à 6,6 pour 100 000 habitants. Maintenant, quand vous me faites confiance, donc je continue. En attendant, il y a des bugs. Et parmi les problèmes de la télésurveillance, effectivement, c'est les bugs. Alors, ce qui est important, c'est que maintenant, on est à des chiffres de l'ordre de 80 pour 100 000 habitants dans certains pays, ce qui est énorme. Imaginez comment on fait, nous, en Tunisie, nous tous, on a nos patients ventilés qui se ramènent avec leur machine à la consultation, et ils se mettent devant vous avec la machine, vous récupérez votre carte, vous mettez sur l'ordinateur, vous vérifiez, vous êtes speed, vous vérifiez s'il y a des anomalies, vous diagnostiquez l'anomalie et vous agissez. C'est chronophage, ça prend énormément de temps pour le médecin, mais le patient aussi. Hein. Imaginez, n'oublions pas, c'est une insuffisance respiratoire chronique et c'est des malades qui sont fatigués. En général grave, difficile à déplacer, etc. D'où l'intérêt réellement de penser à une autre façon de faire. Actuellement, au début c'était les neuromusculaires, après les obésités pour ventilation, les patients PPCO et j'en passe. Il y en a tellement, même les pédiatriques qui sont à un moment ventilés, ils passent à l'âge adulte. Vous devez les suivre aussi à l'âge adulte. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que la ventilation non invasive, elle a devant elle de beaux jours, entre guillemets. Bon, alors, mais la chose la plus importante qu'on doit retenir, c'est qu'une ventilation suboptimale ne sert à rien. Une ventilation doit être faite par des soins experts et réguliers et un suivi tout à fait rigoureux. L'importance du suivi du patient a toujours été la règle. Nous avons besoin d'une ventilation qui soit optimale. Et dès le début, depuis les années 80, on pensait comment surveiller nos patients. La surveillance initiale, c'était plutôt clinique, alors comment on va, est-ce que vous utilisez votre machine, est-ce que vous dérange, etc. C'était l'interrogatoire, c'était le face-to-face avec le patient. Puis après, il y avait le compteur horaire, puis il y avait les logiciels qui ont vu le jour, qui ont modifié notre façon de voir, de surveiller ces patients. Vous avez vous avez votre fréquence respiratoire qui est là, vous avez votre volume courant qui est là, vous avez vos fuites, etc., etc. Et puis après, il y avait la possibilité, vous vous rappelez, de mettre un petit engin pour récupérer l'oxymétrie du patient au cours de son sommeil, c'était magnifique. Et à partir de 2009-2010, on avait la possibilité de transvaser toutes ces informations via des clouds. Et
ça a été le détour. On a l'idée, ce qu'on veut au fait, c'est arrêter cette boucle, que le patient soit à domicile, qu'il n'y a pas de contact direct avec son patient, qui doit se déplacer vers son, le médecin, qui doit se déplacer vers son médecin. Et là, maintenant, la relation est devenue directe entre le patient à son domicile vers son médecin, via, en général, le prestataire. Vous allez me dire comment ça se passe. On a besoin de quoi sur le plan technologique? Mais c'est simple, au fait, simple, entre guillemets. C'est-à-dire que le constructeur a fait qu'il inclut dans l'appareil de VNI un modem, en fait, qui va permettre le téléchargement des données au quotidien, tous les matins, hop, et il transvase ça vers un serveur sécurisé, hautement sécurisé. C'est très important pour la confidentialité des données. Et à partir de là, le constructeur fait passer ces informations vers une plateforme du prestataire ou directement vers le médecin. Donc le médecin aura la possibilité d'avoir ces informations soit de son prestataire, soit directement de son constructeur. Et le tour est joué. Maintenant, est-ce que, bien sûr, vous avez vu que le patient était là, dans sa chambre, il ne sait rien. Il y a des données qui, le matin, sont transmises directement via les nuages. Alors, vous avez bien compris qu'il y avait un trio. Il y avait le patient au milieu des choses, le médecin et le prestataire. Alors, on est médecin, on commence par le point de vue du médecin. Effectivement, c'est-à-dire un médecin, pour que cette télésurveillance soit intéressante pour nous, il faut qu'il y ait un rationnel, qu'il y ait des bénéfices, qu'il y ait peu de contraintes. Et pour ça, si on devait présenter cette présentation 2 ans auparavant, on n'aurait pas suffisamment d'arguments pour la télésurveillance des patients ventilés. Alors sur cette étude, une étude très intéressante, l'étude Othello, qui a permis de comparer 2 groupes de patients, des patients télésuivis et d'autres non. Alors, je pense que c'est pas grave, je vais y aller avec mon pointeur. Vous le voyez? Non, c'est pas grave. Alors, ces 2 groupes de patients, on a bien vu, certes, que c'est une étude rétrospective, attention, mais elle a le plus d'avoir permis quand même de montrer une survie plus importante dans le groupe des patients qui sont télésuivis, avec donc un ratio significatif au fait entre les deux groupes. Encore plus, l'observance, comme vous le voyez, là, je ne sais pas si on peut, oui, le pointeur est là, normalement je pourrais, ouais, non, plutôt, bon, c'est pas grave. Alors, vous voyez que l'observance d'une patient en bleu, les patients télésurveillés, sur le plan observance, ils sont optimaux, alors que les patients non télésuivis ont un écart type élevé. Il y a des patients qui sont bien observants, d'autres non. Et la frange des patients non observants au-dessous de 4 heures est beaucoup plus importante dans le groupe des patients non télésuivis. Et c'est très important pour nous de retenir ça. C'était une étude rétrospective et on a attendu l'étude Tellment. C'est une étude qui prend racine à partir d'un programme fort intéressant mené, donc financé par la Sécurité sociale française. Le programme ETAP, ça veut dire l'expérimentation de la télémédecine pour l'amélioration des parcours en santé. C'est un grand programme qui inclut les insuffisants respiratoires, les insuffisants cardiaques, les insuffisants rénaux, etc. Dans le sens, les patients chroniques, est-ce qu'on peut les télésurveiller à distance, les garder chez eux et les suivre? Et ça a montré de façon claire que les patients qui sont télésuivis ont une bonne qualité de ventilation, et que cette qualité de ventilation, au bout de 6 mois, elle continue à être optimale. Et en plus, un point important, si on télésurveille les patients avant 1 mois, eh ben, on aura même une amélioration de
comme vous le voyez sur la courbe jaune, une amélioration de la qualité de la VMI. La qualité, quand on dit qualité, attention, hein, il n'y a pas que l'observance. Il y a l'observance au-delà de 4 heures, il y a l'index d'apnée-hypopnée qui est inférieur à 10 heures et des fuites basses. 3 points pour parler de bonne qualité de ventilation. À côté de ça, bah, écoutez, parce qu'il y a un suivi derrière, on se dit les alertes, ouh là là, on va avoir plein d'alertes. Cette étude a permis de montrer qu'il y avait 4,9 alertes par patient pour 6 mois. Gérable en termes d'alerte. Et puis ces alertes étaient plus dans 60% des cas d'ordre technique, ce qui est important. 40%, ça pouvait nous dire, attention, peut-être votre patient commence à vous faire une petite exacerbation de BPCO, faites attention monsieur. Voilà, donc c'est une étude Princeps qui a permis quand même de mettre le point sur télésurveillance et légitimer la télésurveillance de la ventilation non invasive. Autre chose, la possibilité par la télésurveillance d'initier une ventilation non invasive à domicile. Oula, c'est grave ça. On leur dit rentre, on va te télésurveiller, on va te mettre ta machine, on va s'occuper de ton paramétrage, etc. Oui, c'est possible. Sur cette étude où on avait fait l'initiation de la VNI entre domicile et hôpital, il a été clairement démontré qu'en termes d'hypercapnie, on était équivalent. Il y avait des pressions en termes de paramétrage, des pressions et des fréquences respiratoires qui étaient un petit peu plus élevées à l'hôpital. On est beaucoup plus agressif quand on est à l'hôpital. Et qu'il y avait quand même une petite amélioration fonctionnelle un peu plus intéressante à l'hôpital. Mais le coût élément Princeps, il est 2 fois moins important quand on est à domicile. Le coût, ça parle aux sécurités sociales. Et c'est très bien. Bon, écoutez, tout ça est bon, c'est faisable. Comment on va agir sur le plan pratique? Sur le plan pratique, tout passe par des alertes. Alors, les alertes de quoi? Ça veut dire quand tu es dans ton bureau et le matin, tu télécharges tes patients, tu vois, paf, une alerte. Attention, ton patient il a tel souci. C'est ça les alertes. Donc, instinctivement, vous allez me dire, on doit les définir, hein, attention. Oui, la définition des alertes, c'est vrai que parfois c'est jusque-là, n'oubliez pas qu'on est dans les balbutiements du suivi des patients ventilés, hein, VMI à domicile. On est encore au début et pour le moment, on va retenir certains éléments. Les alertes tiendront compte de l'observance au-dessous de 4 heures. L'index d'apnée-hypopnée doit être inférieur à 10 par heure et les fuites non intentionnelles seraient inférieures aux normes qui sont décrétées par le constructeur. Ça paraît être facile. Vous ouvrez votre ordinateur, vous allez vous retrouver avec le screening global sur le X jours qui ont été, le patient était sous sa ventilation. Vous voyez, vous avez des trucs rouges, ça veut dire qu'il y a des petits soucis chez ce patient-là. Sur le mois, vous pouvez suivre votre patient de façon globale et vous pouvez, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller sur une nuit, sachant que depuis quelques temps, c'est pas quelques mois, hein, il y a quand même un des constructeurs qui nous permet quand même d'aller voir minute par minute à distance, ce qui est magnifique. Minute par minute, c'est énorme comme information d'ouvrir et d'aller voir votre patient minute par minute ventilé. C'est vous dire, hein, peut-être pas pour les asynchronies, pas toutes les asynchronies, mais c'est très important, c'est une avancée technologique. Voilà, les alertes, donc c'est ça en gros, les alertes observances, on a compris que l'alerte observance, c'est au médecin de préciser ce qu'il veut comme seuil, 6 heures pour l'initiation, comme on avait dit, pour la ventilation, vérifier s'il y a une fragmentation, attention, pour nous c'est une alerte, quand il fragmente son utilisation, ça veut dire qu'il n'est pas adapté. Également, quand il y a trop de variabilité, une variabilité importante dans l'observance, aussi c'est un point où on fait attention. Quand il arrête d'utiliser sa machine, clac, alerte. Attention, monsieur, ton médecin ton malade qui
quelques centaines de kilomètres, il a arrêté sa ventilation et vous allez chercher la cause. On va après départager qui fait quoi. Alors la variation, un point important pour la BPCO, quand il y a une variation de l'observance, il faut faire attention qu'une augmentation de l'utilisation de la machine, ça peut être un signe d'exacerbation de BPCO. Et c'est une source d'alerte. Appel, allô. Alors, l'alerte de l'index d'apnée-hypopnée, on a mis la barre à 10 par heure pour éviter quand même qu'il y ait, on aurait mis 5, mais pour éviter quand même qu'il y ait trop d'alertes qui sont en rapport parfois avec des fuites. Vous savez que l'importance de l'index, de l'interprétation de l'index d'apnée-hypopnée passe d'abord par des fuites qui sont maîtrisées. Voilà, et donc on revient à ces fuites, l'alerte fuite, c'est assez problématique et vous savez très bien qu'une fuite ne doit pas persister parce qu'elle est source d'asynchronie, donc de très mauvaise qualité de ventilation avec une qualité de sommeil qui est perturbée, donc une somnolence, etc. Tout le reste, donc efficacité thérapeutique à côté, il faut savoir corriger, comme on a dit, les fuites, et c'est au médecin de préciser ce qu'il doit mettre comme cadre. Il va s'attacher aux fuites totales, aux fuites moyennes, au 95e centime. C'est au médecin de préciser ces éléments-là. L'alerte de la fréquence respiratoire, c'est très important pour nos patients BPCO. Quand la fréquence respiratoire augmente, ça pourrait être aussi un point où le patient démarre son exacerbation avec une augmentation de l'utilisation fréquence respiratoire qui augmente. Ah, allô, monsieur, alors l'exascore, comment allez-vous? Vous toussez, vous crachez, vous êtes gêné, etc. On va voir après, il y a des algorithmes qu'on propose au fait. On ne va pas rentrer dans les détails certainement, en 20 minutes sont presque écoulées. Voilà, donc vous avez des alertes. En tant que médecin, vous devez gérer ces alertes, comment les gérer, quand intervenir, est-ce qu'il y a des arbres décisionnels dont on a besoin. Depuis 2018, on parle d'arbres décisionnels. Qui fait quoi? Les alertes, en général, passent par le prestataire. D'abord, le premier filtre, les prestataires. Devant leur ordinateur, j'essaie de gérer le masque, gérer les fuites, essayer de modifier selon des algorithmes qui sont précisés, qui ont été corrélés au fait avec les habitudes du médecin qui est avec nous. On regarde nous et en cas de souci, on passe au patient. Alors, on passe, au médecin. C'est à lui de nous préciser. Alors, changeons le masque. En Tunisie, j'imagine, changer le masque, ça doit être une décision médicale. Mais ailleurs, non. On change des masques, on change le masque facial pour le transformer en narinaire, en nasobuccal. Tout ça, il y a quand même un algorithme et une utilisation qui est assez... une expertise du prestataire qui reste quand même assez intéressante et une ouverture, c'est-à-dire là la possibilité de changer ce qu'il veut. En Tunisie, on y reviendra déjà. Bref, donc pour nous, en tant que médecin, il va vérifier s'il y a lieu d'agir en ajoutant par exemple, mettant une oxymétrie, mettant une capnographie, pour voir s'il fait de l'hypercapnie nocturne, qu'on est bon ou pas sur le plan ventilatoire, pour pouvoir réfléchir et faire les modifications dont on a besoin. Donc, les modifications, ça s'organise. La gestion de ces patients, ça s'organise. Ça s'organise entre le médecin et le prestataire. Ça s'organise dans les prescriptions du réglage, ça s'organise entre la définition des alertes, des seuils d'alerte. En général, on suit les conseils du GAVO 2, en général. Et puis, il faut que le médecin précise, je veux avoir mes informations avant midi pour que je puisse réagir et répondre à ces alertes parce que le médecin doit répondre. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité au vrai sens du mot. C'est-à-dire, vous avez une alerte, vous détectez une anomalie, vous réagissez. Et si vous allez procéder à un changement de paramétrage, augmenter une pression, diminuer, etc.,
appelez votre malade, vous lui dire attention, ce soir, vous aurez des changements sur votre ventilation, ne vous en faites pas, c'est moi qui suis derrière tout ça. Vous devez le faire, vous êtes obligé de le faire et d'aller le revoir et le réévaluer au bout de 48 heures. C'est une tâche importante et où il y a de l'éthique aussi, attention, parce qu'on doit être dans la confidentialité, dans la sécurité des données. Bien sûr, votre malade a signé qu'il vous permet quand même de récupérer, de télécharger ces informations. Ça, c'est obligatoire pour vous, pour le prestataire aussi. Alors, nous, en tant que médecin, c'est bon, on a eu notre dose. Alors, le prestataire, comment il perçoit la chose? Rapidement, sur une plaque, le prestataire, ben, lui, ça l'arrange, parce que c'est organisé, parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Quand est-ce qu'il va alerter son médecin? Ils se sont proches de ça lui facilite la vie. Ils se sont proches de son malade, il y a moins de déplacements. Il y a moins peut-être un peu plus de coups de téléphone, mais moins de stress par rapport à nos prestataires. Et puis après, d'un autre côté, il a parfois l'impression qu'il est un peu trop responsabilisé. Il ne sait pas quand est-ce qu'il s'arrête, où s'arrête sa responsabilité. Il doit tout notifier, toute action doit être notifiée et déclarée. Il y a une traçabilité de toute action, une traçabilité claire de toute intervention du prestataire et du médecin. Et là, se pose la question de monsieur le patient. Qu'est-ce qu'il en pense? En général, le patient, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas d'accord, complètement. Mais bon, pour la télésurveillance, il y a du pour et du contre. Ils se sont un peu mieux, il est suivi, ils se sont un peu plus en sécurité, on va dire, avec un prestataire qui l'appelle régulièrement, qui voit ses tracés tous les jours, il le sait, et il sait qu'il est surveillé. Mais d'un autre côté, il peut se reposer sur ses lauriers, il ne fait pas d'efforts, il dit ça va, je suis, au moindre souci, je m'en occupe. Enfin, il s'occupe de moi, pas je m'en occupe, il s'occupe de moi. Et pour cette raison que d'emblée on leur dit, attention, ce n'est qu'une télésurveillance, c'est absolument pas une consultation, ni on ne va pas vous dire venez aux urgences, jamais, ni vous hospitaliser dans l'immédiat. Vous devez aller aux urgences quand le besoin se fait sentir. Et tout ça, je fais les choses un peu simplement, mais au fait, éducation thérapeutique derrière, du personnel derrière, des infirmiers qui sont dédiés à ça, des kinésithérapeutes, des prestataires qui ont des formations presque au quotidien pour être au top de leur organisation. Donc beaucoup d'éléments qui savent être le futur, je vous le dis. D'ailleurs, en Tunisie, bon, il faut bien qu'on parle de la Tunisie. Est-ce qu'il y a une expérience je finis, je conclus. Est-ce qu'il y a une expérience? Nous avons, au sein du service, essayé d'avoir notre petite idée par rapport à la télésurveillance. Des patients munis de bébés, c'était 50 patients. C'était sympa, c'était très bien, c'était excellent, mais bon, on était tellement bons en réel que la télésurveillance n'a pas pu faire mieux que les Tunisiens. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je pense que ça mérite qu'on avance dans ce sens-là et qu'il nous faut de l'éthique derrière. Hein. Il nous faut la protection des données personnelles, etc., etc. Tout ça, le volet législatif nous manque un peu. Voilà, j'ai fini. Elle a de beaux jours, sachant qu'en France, c'est tout récent qu'ils ont eu l'accord de la télésurveillance des patients ventilés VNI. C'est en juillet 2023. Ils ont l'accord, mais ce n'est pas une obligation comme pour la PPC. Hein. La VNI, celui qui veut faire de la télésurveillance, il peut le faire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Quelque chose de pas uniquement futuriste, mais c'est la vie, c'est actuel maintenant, c'est excellent. J'ai une petite remarque et une petite question. Merci beaucoup, Madame Barbi, pour cet excellent exposé. J'ai une question. Est-ce que tous les appareils de ventilation en Tunisie sont équipés d'un modem? Est-ce que c'est obligatoire pour
les prestataires. Très bonne question, non. Comment... Non, du tout. Non, du tout. Je veux dire que munir ces appareils en modem pour télécharger, ça doit rentrer dans un objectif précis, celui de la télésurveillance. En Tunisie, on ne fait pas de télésurveillance. Donc nos prestataires et nos fournisseurs, on va dire, ne sont pas obligés de les mettre. Ils ne sont pas obligés. Sauf comme on a exigé une fois pour faire le travail, on a dit, écoutez, on fait exiger, non, mais on leur a dit, on va faire un travail, faites-le, mettez-le. Mais non, ce n'est pas... C'est de l'argent aussi, hein. À l'avenir, on n'a même pas de... Je ne veux pas être pessimiste, j'ai toujours été optimiste dans ma vie. On n'a même pas de télésurveillance par rapport à la PPC. Attends, c'est bon. J'aurais aimé dire oui, c'est dans l'avenir. Pas très proche. C'est dans l'avenir, pas très proche. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Allez, un effort. Juste une petite question. D'abord, à votre avis, quand est-ce qu'on va commencer vraiment sérieusement à évaluer cette télésurveillance et à obliger les prestataires à faire cette télésurveillance? Mais une petite remarque, s'il vous plaît, répondez. Il y a un problème en matière, d'abord, comme vous avez dit, éducation, j'aime pas le mot éducation, plutôt information du patient. On est d'accord que l'information du patient est très importante. Mais il y a un problème aussi de rémunération des médecins, aussi bien à l'hôpital que dans le secteur libéral. Je trouve que c'est très important que le cadre légal soit bien établi avant de vraiment généraliser ça avec les prestataires et les médecins, de un. Et de deux, s'il vous plaît, ce qui m'intéresse de voir avec vous, c'est qu'il y a aussi la possibilité, à mon avis, de faire, en amont de tout ça, une bonne réflexion entre la société de pneumologie et la société de sommeil, préparer les différentes disons, obligations des uns et des autres, des médecins et le cadre légal, et proposer aux autorités de santé. Je vais être brève. Pour la ventilation non invasive, en Tunisie, pour rester en Tunisie, je pense que c'est faisable, c'est très facile à faire. Simplement, il faut juste mettre le cadre légal, c'est pas difficile. C'est vrai que les tendances actuellement de la Tunisie, c'est d'aller vers la numérisation. Vous savez, en quelques années, on a notre DMI, on est fiers de l'avoir et on a la possibilité, ces possibilités peuvent être installées rapidement. Pour la ventilation non invasive, je pense que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on paye déjà, parce que nos caisses payent déjà. Paye la ventilation, la surveillance de la ventilation, elle est en train de la payer. Donc on peut transvaser. Vous savez, en France, en juillet, ils ont légitimé, ils ont proposé 28 € pour le et 50 € pour celui qui s'occupe du site, etc. Ça existe, c'est pas difficile. En Tunisie, on peut le faire parce qu'on a déjà l'argumentaire scientifique. On fera notre propre expérience, c'est très facile. C'est-à-dire que nos prestataires, je pense qu'ils ne sont pas séparés du reste du monde. On leur dit mettez les modems, ils mettront. C'est pas la fin du monde, c'est pas ça le problème. Il faudrait qu'on agisse. La ventilation, oui. La PPC, non, parce que c'est une vente. Non, ça. C'est parfait. Juste une question par rapport aux masques. Moi, j'ai l'information que les masques pour la VNI, ils sont pris en charge. Donc, on peut changer de masque, si mes souvenirs sont bons, sans autre problème. C'est-à-dire, vous avez dit tout à l'heure que les masques, ça pose problème de Ça pose. Pardon? Ça pose. Parce que si tu vas t'amuser à changer un masque, aujourd'hui, masque facial, demain, masque narinaire, après-demain, tu changes, bucco-narinaire, alors ça ne marche pas, j'ajoute une mentonnière. Non. C'est-à-dire le forfait, oui,
mais un masque, pas 10 masques. C'est-à-dire le prestataire ne te donnera pas 10 masques pour un forfait de, on va le dire, 400 et quelques dinars. Mais quand tu es dans la gymnastique de modifier autant que tu veux, ce n'est pas du autant que tu veux. Acheter l'oreiller troué parce que ton patient dort sur le ventral, qui va te le donner? Très bien. Bon, mais il faut en discuter. Je suis ouverte pour en discuter. Merci.